Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 1er août 2025. Donc, c'est une très belle journée d'été. Pas trop chaude, et puis au moins ici à Montréal. Et puis pas trop chaude, et vraiment, l'air est assez acceptable. Parce que les derniers jours, l'air était un peu difficile à respirer. Et puis voilà, tout va bien. Finalement, il y a les tarifs avec M. Trump. Si j'ai bien compris, ça reste beaucoup de tarifs qui étaient, enfin, le règlement qu'il y avait avant dans l'ALEMA entre le Canada et les États-Unis, à 93%, apparemment, ça reste tel quel. Il y a un 7% qui est taxé vraiment beaucoup, mais ça, c'est les voitures et c'est la production de pièces de voitures produites au Canada. Si je comprends bien, ça serait pas, pour à la fin, si grave que ça. Le grave, c'est par exemple pour la Suisse. La Suisse est vite taxée, elle pensait de vouloir être taxée comme l'Europe, à 15%. 15%, c'est acceptable à l'Europe. C'était un bel accord, disait l'Européen, avec les États-Unis. Mais la Suisse voulait être assoucie dans les 15%, mais Trump a dit non, parce que la Suisse ne fait pas partie du marché commun. Et donc, c'est un monde à part. Donc, elle se retrouve finalement à payer des grosses commissions. À présent, moi, j'aime beaucoup le chocolat suisse. Je ne sais pas si ça va coûter plus cher, le chocolat suisse. Ou ça paraît suisse, mais c'est pas suisse et c'est pas fait en Suisse. Enfin, tout ça. Tout ça pour vous dire de l'économie va bien. On a créé un peu moins d'emplois aux États-Unis qu'on avait prévu, mais finalement, l'inflation n'est pas là. Tout va bien, finalement, au bout de la ligne. Le marché boursier, cette semaine, a touché des nouveaux sommets, et donc, on ne peut pas mieux. À présent, que va-t-il être la suite? C'est qu'on espérait qu'éventuellement, M. Trump baisse les taux d'intérêt de 25 points de base. Il l'a pas fait, avec en colère M. Trump, que lui voulait que les taux d'intérêt baissent. Et puis, on verra qu'est-ce que ça va donner là-dedans. Mais pour le moment, tout va bien. Beaucoup mieux de ce qu'on avait pensé avec l'arrivée des tarifs par M. Trump. Pourquoi tous ces tarifs? C'est parce que, essentiellement, les États-Unis ont un déficit immense. Et donc, à cause qu'ils importent plus de ce qu'ils exportent, et donc, finalement, ben, ça sert à compenser ça, l'histoire des tarifs, pour mettre de l'ordre là-dedans. On verra si c'est vrai, pas vrai, on verra si c'est bon, pas bon. Mais quand même, une fois dit tout ça, moi, ça fait 55 ans à peu près que je suis dans le métier. Je dois vous dire, j'en ai toujours vu de toutes les couleurs. Finalement, la vie continue tranquillement, comme un fleuve tranquille, malgré le fait que parfois il paraît un peu turbulent. Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? D'un sujet qui n'est pas vraiment, c'est en économie, mais c'est un sujet en économie vu du côté économie. Mais en réalité, c'est le droit de vote, c'est-à-dire le paradoxe du vote. C'est quoi le paradoxe du vote? C'est que finalement, compte tenu de la masse de gens qui votent, mettons le jour des élections, mon vote à moi, finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est ça que ça veut dire. Mais on y va par ordre. Donc, à la page 1, vous avez le paradoxe du vote. Le paradoxe du vote. Donc, pourquoi voter est-il irrationnel? Du point de vue économique, hein, on ne parle pas du point de vue civique, en fait, du devoir du citoyen de voter, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est simplement si c'est économiquement, c'est logique ou non, ou si c'est irrationnel. Il dit que voter, c'est irrationnel, et ça, c'est en théorie économique, naturellement. Qu'est-ce que c'est le paradoxe du vote? Il dit le paradoxe du vote désigne l'idée qu'un électeur rationnel qui pèse coûts et bénéfices le fait de se rendre à voter, par exemple, ne devrait jamais voter, car sa voix a une probabilité quasi nulle d'être décisive dans une élection. Donc, finalement, en suivant, ça c'est une théorie qui remonte aux années 1957 par la théorie de M. Anthony Down. Mais finalement, vous la trouvez à travers les décennies, cette théorie-là revient souvent. Ça explique aussi pourquoi finalement, pas toujours les gens vont voter, finalement. Ils disent, est-ce que ça change quelque chose que je vote ou vote pas? En réalité, du point de vue économique, ils ont raison, mais du côté civil, en fait, non, c'est pas du tout voter, il faut voter. Et c'est tout. Donc, finalement, regardez la formule ici que vous avez à la page 5. Utilité attendue de voter. Donc, c'est la probabilité d'être décisif avec mon vote, multiplié par le gain si le candidat préféré gagne, moins le coût de voter. Donc, à travers les formules, là, il nous dit que finalement, euh, si vous prenez le PPP, le BBB, le CCC, tout ça, donc l'équation l'utilité de voter, le U, est donnée par P,
Donc la probabilité que votre vote soit décisif, multiplié par B, bénéfice personnel si votre candidat gagne, moins le coût le coût finalement d'aller voter finalement, le temps que ça me prend et puis tout ça. Et finalement, la conclusion, c'est que finalement, si je passe à l'exemple suivant, que c'est plus clair, regardez l'exemple à la page 6. Donc, vous avez l'hypothèse, c'est que il y a 110 millions de personnes qui vont voter, et puis enfin, finalement, il y a si vous regardez tous les calculs qui sont là, ils vous disent finalement que l'influence que mon vote est pratiquement nulle, qu'il faut faire gagner vraiment. Donc, voter serait irrationnel selon ce modèle. Je vous épargne tous les chiffres, à vous de passer à travers, parce que passer à travers verbalement comme ça, c'est peut-être pas aussi clair que de se concentrer un moment. Donc, bonne concentration là-dessus, à voir. Mais c'est toujours, on parle toujours aussi, le paradoxe du vote, c'est simplement du point de vue économique, pas du côté de la démocratie et puis tout ça. Donc, les objections. Vote pour devoir civique, c'est ça. Utilité sociale ou morale de voter. Satisfaction intrinsèque. Valeur expressive. Le modèle ignore les motivations non utilitaristes. C'est-à-dire, on y va parce qu'il faut voter. Point final. Vous savez, dans certains pays, si on vote pas, c'est punissable par la loi. Donc, je me souviens, par exemple, parce que j'ai des souvenirs d'Italie, et après le fascisme, en Italie, donc la guerre terminée, le fascisme n'est plus là, et puis arrive la démocratie. Et puis, avec la démocratie, les gens doivent voter, ou peuvent voter. Eh bien, à l'époque, c'était considéré illégal de ne pas voter. Donc, il y avait, je sais pas, peut-être une punition, je ne sais pas quoi. Mais c'était ça, tout le monde était obligé. Donc, les résolutions possibles. C'est la théorie du vote expressif, c'est-à-dire on vote pour s'exprimer, pas pour être décisif. Ça, c'est une bonne raison. Théorie du vote social. Le citoyen agit selon les normes sociales, et donc les normes sociales qu'il faut voter. Vous savez, ça a pris des centaines d'années parce que, vous savez, le droit de vote, finalement, ça remonte finalement à la Magna Carta britannique des années 800, je pense 800 ou 925 de notre ère. Donc, quand à un certain moment un roi en Angleterre, avait le droit absolu, et puis les aristocrates se sont révoltés contre ça, et donc le roi a dû accepter que finalement il fallait suivre finalement l'opinion du corps d'électeurs, électoral qui était représenté juste par les aristocrates. Mais c'était le début de ça. C'était aussi le début aussi de la habeas corpus. L'habeas corpus, c'est comment dire, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas condamner quelqu'un si on n'a pas si quelqu'un n'est pas coupable. Finalement, il faut voir les preuves. Mais à l'époque, un souverain avait le droit de dire, ah, tu me plais pas, ben, je prends des hommes. Et puis c'est tout. Ou un juge avait le droit de faire ce qu'il voulait, finalement. Si quelqu'un volait une pomme, ben, s'il n'était pas gentil avec le juge, ben, c'était la pendaison. En fait, c'est ça. Donc, tout ça, ça remonte, donc, ce droit de vote remonte au moins à l'année 1000, non, pas 1000, mais 925, 925, je pense, avec un roi anglais. Et puis, et ça s'appelle Magna Carta, pour ceux qui s'intéressent pour aller la voir. Pourquoi il s'appelle Magna? C'est parce que c'était une grosse écriture finalement, beaucoup de lignes d'écriture pour donner le droit justement à ces aristocrates de dire leur opinion au roi. Et le roi était obligé d'accepter cette opinion-là. C'était le début de la démocratie finalement. Donc, il y a aussi le modèle de vote altruiste, de participation symbolique, c'est-à-dire il faut voter, c'est tout simplement ça, parce que c'est un devoir de citoyen. La conclusion, le paradoxe de vote met en lumière les limites des modèles économiques strictement rationnels. Justement, du côté strictement rationnel, c'est stupide d'aller voter parce que je perds mon temps à aller là et tout ça. Mais en réalité, le modèle économique montre qu'il est finalement les limites du modèle économique, comme c'est marqué là. Pourquoi tant de gens votent alors que leur voix a peu de chances d'être décisive? Parce qu'il faut voter, tout simplement ça.
C'est un droit qu'on a acquis à travers des siècles et des peut-être millénaires de lutte et de tout. Voilà. Et c'est ça, et c'est tout pour aujourd'hui.